Bonjour, chers étudiants, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème dans le cadre de l'axe théorie générale de l'État. Alors, ce thème est les formes de l'État. أشكال الدولة. Alors, tout d'abord, quand on parle de la forme de l'État, شكل الدولة, on est en train de parler de l'organisation territoriale au niveau de l'État et du partage du pouvoir au sein de l'État. Et également le partage des compétences, des attributions entre d'une part l'État central, le pouvoir central et les collectivités, les entités territoriales. Jamaat Tourabia, dans le cadre de l'État unitaire, et on parle également d'États fédérés, de collectivités, de régions, d'appellations, autres appellations comme les Länders en Allemagne, les cantons en Suisse, quand il s'agit de l'État fédéral, qui est bien sûr un État composé. Alors vous l'avez compris, la distinction principale selon la forme de l'État est entre donc les États unitaires, الدول الموحدة أو الدول البسيطة, et les États composés, الدول المركبة. Et donc le principal critère de distinction, c'est au niveau du partage du pouvoir et la répartition des compétences au niveau territorial entre l'État central, entre le centre et les collectivités. Très bien. Donc, commençons par l'État unitaire. L'État unitaire, c'est la forme de l'État qui est la plus répandue dans le monde. Et c'est une forme de l'État où le pouvoir central dispose d'attributions, d'institutions politiques et où le partage de ses compétences et l'autonomie des collectivités territoriales est limitée. En tout cas, elle est plus ou moins limitée parce qu'il y a des degrés, il y a des variations en fonction des États et en fonction de jusqu'à où ils peuvent aller dans l'octroi d'attributions, l'octroi de compétences aux collectivités territoriales. On parle tout d'abord au sein de l'État unitaire de la déconcentration. La déconcentration, c'est quand le pouvoir central crée des administrations territoriales, mais qui lui restent soumis à travers un contrôle hiérarchique, رقابة تسلسلية, رقابة رئاسية. Et donc, c'est l'État qui crée ses représentants. Donc, ce sont des représentants de l'État central. Ils ne sont pas élus et ils sont soumis au contrôle hiérarchique. On pense notamment au Maroc, au Wali, au gouverneur, l'Hamil, notamment au Bacha, les Qaïd et les chefs de cercle. Donc, ce sont des représentants de l'État central donc, qui n'ont pas une autonomie au niveau de leurs décisions. Ils sont soumis à un contrôle hiérarchique sur les personnes, sur les actes. Mais également, et toujours dans le cadre de la déconcentration, transfert d'un certain nombre d'attributions du département ministériel à une administration régionale ou provinciale
Il s'agit là également d'une forme de déconcentration, mais ça peut varier au niveau de l'autonomie, hein, au niveau de l'autonomie administrative, financière, c'est variable, mais en général, quand on parle de déconcentration, euh, on est en face d'une division territoriale où le pouvoir central garde et conserve une primauté, une supériorité au niveau de la prise de décision, au niveau donc de la conception, au niveau du contrôle, au niveau du suivi, au niveau de l'évaluation. Et donc, c'est un système qui, bien sûr, qui est variable, qui peut donc être créé des entités, enfin une administration territoriale plus ou moins autonome, mais le principe est qu'ils sont soumis à un contrôle hiérarchique. Maintenant, pour ce qui est de la décentralisation, la markazia, bon, tout d'abord, c'est une forme d'organisation territoriale qui est plus élaborée, plus pointue au niveau du partage des compétences euh, par rapport donc à la déconcentration. Il s'agit donc d'entités territoriales qui disposent de leur propre personnalité morale, shakhsiyya manawiya. Ils ont également une autonomie, une vraie autonomie administrative et financière. Et donc, ce sont des personnes des personnes morales de droit public qui disposent de l'autonomie administrative financière et de la capacité de pourvoir en justice. On distingue donc entre la décentralisation territoriale qui consiste en la création de collectivités territoriales qui ont leurs propres compétences, qui ont leurs propres moyens et qui jouissent donc de l'autonomie administrative et financière et qui sont soumis donc à un contrôle de tutelle. Contrôle de tutelle, raqabat al-wisaya, quoique dans le modèle marocain, enfin le nouveau modèle, on parle plus d'un contrôle administratif, raqaba idariya, que donc d'un contrôle du tutelle. Mais en tout cas, il s'agit d'une tutelle. Mais le principe de cette tutelle, c'est que il ne peut pas s'exercer en dehors de la loi. La wisaya bidouni nas, pas de tutelle en dehors de la loi. À côté de la décentralisation territoriale, il y a aussi ce qu'on appelle la décentralisation technique ou par service. La markazia marfiqiya, la markazia tiqniya, donc qui consiste en la création d'établissements publics qui sont également dotés d'une personnalité morale indépendante et distincte de celle de l'État et également d'une autonomie financière, administrative et financière. Il s'agit par exemple des universités, il s'agit des hôpitaux et autres établissements publics qui sont par exemple chargés d'une gestion d'un service public, notamment l'ONCF par exemple, l'ONCF, l'Office national des chemins de fer. Bon, on va donc mettre l'accent sur la différence entre la déconcentration et la décentralisation. La déconcentration, il s'agit d'un contrôle hiérarchique du pouvoir central sur ses représentants au niveau territorial. C'est un contrôle hiérarchique
et ce sont donc des fonctionnaires, des représentants de l'État, une administration territoriale qui ne dispose pas d'une propre personnalité morale distincte de celle de l'État et, et qui ne dispose pas également d'une autonomie administrative et financière. Alors, pour la décentralisation, il s'agit de la création d'organes qui sont élus, qui vont être élus par les citoyens et qui disposent d'une personnalité morale, de droit public et d'une autonomie administrative et financière. Et ils sont uniquement soumis à un contrôle de tutelle, ce qu'on appelle une tutelle administrative, وصاية إدارية, et c'est une tutelle qui ne peut pas s'exercer en dehors de la loi. Donc, رقابة أو وصاية إدارية محددة بنص قانوني. Donc, c'est là les grandes différences entre la déconcentration et la décentralisation. Et évidemment, la décentralisation, quand on parle de décentralisation, il s'agit donc d'attribution de collectivités territoriales qui disposent d'attributions propres au niveau de l'espace territorial qui leur est soumis. Les communes, les provinces, les préfectures et les régions. Sachant que dans l'organisation territoriale du Maroc, les régions, الجهات, disposent d'une certaine prééminence par rapport aux autres collectivités territoriales. Maintenant, on va quand même vous donner un petit aperçu de la décentralisation au Maroc, son évolution historique. Ça a commencé en 1960 avec la première charte communale où les conseils des communes ont été élus au suffrage donc direct. Ensuite, nouvelle charte communale en 1970 où on a vu le renforcement des compétences des communes et la loi de 1997, la région devient collectivité locale, enfin territoriale, avec un conseil élu, conformément donc à la révision constitutionnelle de 1992. Mais le conseil régional à l'époque était élu non pas au suffrage universel direct, mais au suffrage indirect. En 2002, nouvelle charte communale qui est modifiée encore une fois en 2009 et jusqu'à 2011 avec la nouvelle constitution où c'est stipulé que l'organisation territoriale au Maroc est décentralisée et qu'il est donc fondé sur la régionalisation avancée, Jaouia al-Mutaqaddima. Et en 2015, loi organique sur les régions, enfin les lois organiques sur les collectivités territoriales, communes, provinces, préfectures et régions. Voilà, il s'agit donc de collectivités territoriales dotées de conseils élus, élus au suffrage universel direct et également dotées d'une personnalité juridique, morale, distincte de l'État, شخصية معنوية مستقلة عن الدولة, عن الشخصية المعنوية للدولة. Il dispose également d'une autonomie administrative et financière, استقلالية إدارية ومالية, et ils sont soumis à un contrôle de tutelle. وصاية, رقابة الوصاية, un contrôle de tutelle administratif qui est défini légalement. Donc, محدد بنص قانوني. Ils ont leurs compétences et leurs moyens propres, en plus des compétences
qui sont partagées entre l'État et les collectivités territoriales. Et les principes qui régissent donc cette organisation administrative sont tout d'abord la libre administration, la solidarité, la subsidiarité et la coopération. Donc, libre administration, تدبير ذاتي, la subsidiarité مبدأ التفرع, et principe de solidarité مبدأ التضامن, principe de coopération مبدأ التعاون. En plus du principe de la prééminence de la région dans le cadre du développement régional. يعني مكانة الجهات في التنمية الجهوية. إذا الجهة عندها مكانة أعلى prééminence, مكانة أعلى مقارنة مع الجماعات الترابية الأخرى. Et par rapport à ça, il y a donc dans dernière modification au niveau de la Constitution, et au niveau des lois organiques, une augmentation des pouvoirs des présidents des conseils régionaux, qui donc sont l'équivalent du pouvoir exécutif. Donc on a l'Assemblée, enfin le conseil régional élu, et donc ce conseil élu au suffrage universel direct qui va donc élire un président du conseil régional qui dispose d'un pouvoir qui est équivalent donc au pouvoir exécutif. Donc il exécute les décisions et les délibérations de l'Assemblée, enfin du conseil régional. On va un peu s'attarder sur la loi organique relative aux régions, et on retient quelques aspects fondamentaux. Tout d'abord, l'élection des présidents et vice-présidents des conseils des régions, donc sont élus par le conseil, par les membres du conseil régional qui eux-mêmes sont élus au suffrage universel direct. Il y a des commissions permanentes, budget, développement, aménagement du territoire. Ils reçoivent des pétitions des citoyens et associations. Au niveau des relations avec les représentants, enfin le représentant de l'État, c'est-à-dire l'Ouali, bien sûr, il dispose d'un pouvoir de contrôle donc administratif. Il peut s'opposer à des questions ne relevant pas des attributions du Conseil ou aux compétences de la région. Je rappelle que les compétences de la région, il y a des compétences propres, des compétences partagées et des compétences transférées par l'État. La région s'occupe donc de ce qui relève du développement économique, formation professionnelle, emploi, développement rural, transport, culture, environnement et coopération internationale décentralisée. التعاون اللامركزي, donc coopération avec d'autres collectivités territoriales, d'autres États étrangers, avec bien sûr l'interdiction de conclure une convention avec un État étranger. Donc les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions de partenariat, de jumelage, conventions de partenariat et de jumelage avec des collectivités territoriales situées dans d'autres États, mais ils ne peuvent pas conclure une convention avec un autre État. La région est chargée également d'un programme de développement régional, d'un schéma régional d'aménagement des territoires, et le président du conseil de la région dispose d'attributions et de prérogatives qui sont donc synonymes d'un pouvoir exécutif. Donc il exécute les décisions du conseil régional. Donc pour résumer, pour ce qui est du Maroc, le Maroc est un État unitaire
décentralisée, donc son organisation territoriale est décentralisée, et qui s'achemine donc vers un modèle de décentralisation poussée, notamment au niveau des régions qui sont donc dotées d'attributions significatives, oui, qui disposent donc d'une prééminence sur les autres collectivités territoriales. Alors il s'agit bien sûr d'une décentralisation administrative, donc territoriale et technique, mais il ne s'agit pas d'une décentralisation politique. Alors la décentralisation politique, l'amrkazia siyasiya, c'est quand on est toujours dans l'état unitaire, mais on trouve que dans ce schéma de décentralisation politique, les régions ou les collectivités au sein de l'État disposent d'une large autonomie, hein, et disposent aussi de leurs propres institutions politiques, notamment pour certaines régions. Enfin, c'est un schéma qui est variable en fait, ce schéma de la décentralisation politique. Comme par exemple le modèle espagnol ou le modèle italien, les collectivités territoriales ne disposent pas tous du même degré d'autonomie. On retrouve par exemple en Espagne des régions comme la région de Catalan qui dispose de son propre parlement, son propre exécutif et d'une large autonomie, alors que d'autres régions ne disposent pas du même degré d'autonomie. Maintenant, l'autre forme de l'État, c'est l'État composé. L'État composé, Dawla al-Murkaba. Et on va distinguer entre deux modèles, deux types. C'est d'abord l'État fédéral, Dawla al-Fédéralia, et la confédération, qui est donc Tihad confédérali. Hein. C'est pas proprement un État, Tihad confédéré, c'est composé de plusieurs États qui gardent leur souveraineté intérieure et extérieure. Donc commençons par l'État fédéral, Dawla fédéralia. Donc Dawla fédéralia, c'est une forme d'État qui accorde aux collectivités, aux entités fédérées, hein, en général on les appelle entités fédérées, mais la dénomination est différente selon les États fédéraux. Alors aux États-Unis d'Amérique, on parle d'États fédérés, wilayat, et en Allemagne, on parle de Länders, les Länders. En Suisse, on parle de cantons suisses. En Belgique, on parle de collectivités et de régions. Il y a des entités qui sont appelées collectivités et entités qui sont appelées régions. En tout cas, le système d'organisation, enfin de partage du pouvoir, il est assez complexe et on trouve que les États fédérés, les entités fédérées, disposent de leurs propres prérogatives. Bien sûr, ils disposent d'abord de leur propre constitution. Hein, ils sont dotés d'une propre constitution, ils sont dotés de leur propre pouvoir et institutions donc politiques, qu'il s'agit du Parlement, de l'exécutif, du pouvoir judiciaire. Donc, ce sont des compétences partagées et ils sont bien sûr définis, enfin ce partage est défini dans la Constitution selon le principe en vertu duquel les prérogatives de l'État central, enfin de l'État, sont limitées donc aux fonctions de souveraineté principalement, et tout ce qui n'est pas cité comme prérogative, comme compétence du pouvoir central dans la Constitution, relève de la compétence des entités fédérées. Alors, ça peut être l'inverse parfois. On spécifie dans la Constitution les compétences des entités fédérées, et ce qui n'est pas
citées dans ces compétences. Donc les autres compétences sont du ressort de l'État central. Mais en tout cas, il s'agit d'un État où l'État central, c'est l'État souverain. Enfin, les États fédérés ne disposent pas de la souveraineté. Hein. Par exemple, l'État de Texas ou l'État de Floride aux États-Unis ne dispose pas d'une souveraineté. Ils ne disposent pas de son propre armée, de sa propre diplomatie étrangère. Quoique dans certains cas, on peut voir des États qui peuvent aspirer à avoir leur propre diplomatie, mais le principe est que les fonctions de souveraineté sont uniquement du ressort de l'État central. Il y a un seul président, et les principes qui régissent l'État fédéral, c'est d'abord le principe de la primauté ou la supériorité de l'État fédéral, donc l'État central, ainsi que du principe d'autonomie, enfin, très large autonomie. مبدأ الاستقلال il y a ومبدأ الاستقلال, on ne peut pas parler d'استقلال parce que c'est quoi, ça veut dire l'indépendance, alors qu'il ne s'agit pas d'États indépendants, ils ne sont pas indépendants, ils sont très autonomes et qui ont donc leurs propres institutions politiques, ils ont leur propre parlement exécutif et pouvoir judiciaire, et également ils ont des prérogatives très, très larges au niveau de certaines compétences, par exemple au niveau du droit de la famille, au niveau du code pénal, au niveau de l'éducation, d'autres champs de compétences. Et en parlant des principes, j'ai dit principe de supériorité de l'État fédéral, principe d'autonomie, de très large autonomie, et le principe de participation, c'est-à-dire que les entités fédérées participent au niveau central à la prise de décision. Donc les décisions, les lois votées par le Congrès américain, par exemple, il y a la participation des entités fédérées à travers leurs représentants qui siègent dans le Sénat américain. Le principe de participation, ce qui fait que donc, les décisions de l'État central sont aussi les décisions des entités fédérées. Donc, je répète une chose très importante, c'est que dans un État fédéral, seul l'État fédéral, donc le pouvoir central, dispose de la souveraineté. Il y a un seul président, il y a une seule citoyenneté. Mais les entités fédérées disposent de leurs propres institutions politiques, une large autonomie au niveau des compétences, des prérogatives, qui sont aussi partagées avec l'État central dans certains cas. Et ces entités fédérées ne peuvent pas, par exemple, déclarer l'indépendance. Ils ne peuvent pas faire scission, ils ne peuvent pas donc faire une sécession ou alors déclarer la guerre. C'est la déclaration de la guerre, c'est une compétence exclusive de l'État central. Maintenant, pour ce qui est de la confédération, alors il ne s'agit pas d'un État, hein, parce que dire État confédéral serait un oxymore, une contradiction morale. Une confédération, c'est une union d'États qui est mise en place à travers une convention internationale, et les États qui mettent en place une confédération, ils conservent leur souveraineté intérieure et extérieure, mais ils mettent en place des instances communes, des décisions communes, et par exemple une conférence des chefs d'État, ils mettent en place par exemple une commission
qui a des prérogatives exécutives, ils peuvent mettre en place un parlement, mais bien sûr, les décisions ne peuvent être prises au niveau, enfin les décisions qui vraiment engagent les États confédérés ne peuvent être prises qu'à l'unanimité, hein, ijma', principe d'unanimité, l'ijma', et si ces confédérations mettent en place un semblant de pouvoir exécutif ou un semblant de parlement, il ne faut pas le voir comme un exécutif ou un parlement comme ça existe dans l'État, hein, au sein de l'État. Ce sont des instances, bien sûr, qui disposent d'un certain degré de compétences, mais qui est très limité, et les décisions importantes sont prises donc dans ce qu'on appelle la conférence des chefs d'État, où les décisions sont prises à l'unanimité. Maintenant, oui, il y a des degrés, il y a des variations au niveau de la confédération, il y a des confédérations qui sont allées très loin dans l'intégration. Je pense notamment à l'Union européenne, euh, qui, à un moment donné, on croyait qu'il s'achemine vers une fédération, mais il reste que les États européens restent quand même attachés à leur souveraineté, même si aujourd'hui, Bruxelles, c'est-à-dire l'Union européenne, les institutions de l'Union européenne, qui sont donc dotées de prérogatives et qui élaborent donc des décisions qui s'imposent aux autres États. Donc il y a des directives, il y a des textes de loi, et les États sont donc appelés à euh, mettre en place leur politique en harmonie avec les directives, mais également sont appelés à modifier leur législation pour s'adapter donc à la législation européenne. Donc il y a toujours un travail d'harmonisation. Alors, les États gardent bien sûr leur souveraineté, ils gardent leurs fonctions régaliennes, leur diplomatie est propre, leur défense nationale propre, euh, mais on croyait à un moment, c'est vrai, on croyait que l'Union européenne s'achemine vers un État fédéral. État fédéral, mais on a remarqué que les États restent toujours attachés à la souveraineté. Il y a la montée de certains mouvements politiques, de partis politiques qui sont anti-européens, sont contre donc euh, le pouvoir des institutions européennes à Bruxelles. Et on parle de plus en plus d'une Union européenne en crise. Très bien, donc on va récapituler. Dans un État unitaire, on a les deux formes déconcentration, la tamarkouz, et la décentralisation, la markazia. Et on distingue là entre la décentralisation territoriale, la markazia et turabia, et la décentralisation technique ou la décentralisation par service. D'autre part, on a l'État composé, Dawla al-Murkaba, et le modèle phare, c'est le modèle de l'État fédéral, Dawla al-Fédéraliya. On peut donner plusieurs exemples, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la Belgique, la Russie aussi, c'est un État fédéral, le Brésil, le Nigeria, donc l'État fédéral et la confédération d'États, donc des États qui sont réunis par voie conventionnelle, à travers une convention internationale et forment donc une confédération où les États gardent leur souveraineté intérieure et extérieure et où les décisions sont prises, en principe sont prises à l'unanimité, mais il y a certaines confédérations qui se sont dirigées vers des modes ou des modalités de décision
à la majorité des 2 tiers, la majorité absolue en tout cas, on trouve que le modèle européen est le modèle le plus abouti dans la Confédération et qui a été donc voué, si vous voulez, à devenir, ou à certaines voix qui se sont élevées au sein de l'Europe pour créer la fédération, l'État fédéral européen, mais c'est un projet qui est vraiment loin, loin de réussir et d'avoir donc les conditions de sa réussite. Voilà, donc ça peut être considéré, donc la Confédération, ça peut être considéré comme, et dans l'histoire, ça a été effectivement une transition, un pas de transition, une étape de transition vers la fédération. On pense notamment à la Confédération suisse, créée en 1815 et qui a évolué par la suite, qui a pris la forme d'un État fédéral composé de cantons. Et on pense également à la République fédérale d'Allemagne, qui s'était constituée donc en confédération avant donc de se transformer en État fédéral. En tout cas, la forme d'État aujourd'hui la plus répandue, c'est l'État unitaire, mais on remarque qu'il y a une tendance vers la décentralisation, vers la régionalisation et donc vers le renforcement de la démocratie locale et de la démocratie participative où les entités territoriales gèrent leurs affaires publiques. Donc, c'est un phénomène qui est donc aujourd'hui très répandu dans les États unitaires et on pense notamment dans le cas marocain la mise en place de la régionalisation avancée الجهوية المتقدمة qui donc va dans ce sens-là.